Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2018, with one half to William D. Nordhaus for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis, and the other half to Paul M. Romer for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis. Bonjour et bienvenue sur Frequenz, la radio de l'ENS. Nous sommes aujourd'hui en présence de Oscar, Hichem et notre intervenant principal, Adrien, qui va nous présenter le prix Nobel d'économie. Bonjour Adrien. Yo. Nous allons aujourd'hui vous parler du prix Nobel d'économie qui a été remis le 8 octobre 2018 à deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer, pour leur modèle de macroéconomie intégrant les avancées technologiques pour Paul Romer et les changements climatiques pour William Nordhaus. Concernant les prix Nobel, ils récompensent des modèles de macroéconomie. Alors la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que la macroéconomie ? En gros, la macroéconomie, c'est une façon d'envisager l'économie qui se veut globale, à la différence, on va dire, de la microéconomie qui a eu tendance à faire beaucoup de modèles qui partent des actions individuelles pour ensuite en tirer des conclusions générales sur le fonctionnement de l'économie. La macro, elle s'appuie a priori sur des grands indicateurs, ce qu'on appelle des agrégats statistiques, au rang desquels on a, traditionnellement, le fameux PIB qu'on nous rabâche tous les ans, genre il a pris 0,002 points le dernier trimestre et la folie et tout, enfin genre de truc quoi. Le modèle de Nordhaus et Romer, principalement, c'est censé être un modèle macroéconomique, mais un modèle donc tout de même qui est fortement mathématisé. À la base, donc ça s'appuie sur les travaux de Romer, qui est connu pour sa théorie de la croissance endogène. En gros, au départ, il s'agissait de déterminer, c'est un peu une question récurrente en économie, quels sont les facteurs de la croissance, parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il y a grossièrement deux manières d'augmenter la croissance, enfin a priori. Dans une économie, c'est investir donc dans le capital, donc les investissements productifs, ou alors augmenter le facteur travail. Et en fait, on se rend compte quand on fait des estimations que l'augmentation du facteur capital ou du facteur travail suffit pas à expliquer la totalité de la croissance. Et Romer, notamment, il a insisté sur le fait que c'est le progrès technique et que le progrès technique résulte aussi d'une activité économique qui crée la croissance. Voilà, en gros, c'est pour le truc un peu très grossièrement, quoi. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, parce que je suis pas spécialiste du truc, mais l'apport de Nordhaus au modèle de Romer, entre autres, c'est d'avoir intégré la composante aussi écologique et de montrer que c'est aussi un facteur endogène qui peut être soit un obstacle à la croissance, soit potentiellement une façon aussi de la développer, quoi. Donc dans les deux modèles, ce qu'on vise, c'est la croissance. De toute façon, vu l'orientation, on va dire, des travaux en économie et spécifiquement de cela, oui, a priori, il n'y a pas vraiment de réflexion sur le fait de briser avec le dogme de la croissance, même si c'était d'ailleurs ce qu'un certain nombre d'économistes se sont empressés de leur reprocher dès leur nobelisation. Puis bon, faut savoir que c'est un débat, on va dire, qui est pas nouveau, hein, le fait de rompre avec la croissance, en tout cas de proposer une croissance alternative. Il y en a d'autres qui ont dit une croissance verte, voilà. Mais clairement, ça reste assez à la base de leurs travaux, quoi. On ne peut s'empêcher de s'apercevoir d'une certaine politisation du prix Nobel d'économie, notamment parce qu'il a été remis le même jour que le rapport du GIEC a été déposé, et on s'aperçoit que les conclusions de Nordhaus ne rejoignent pas celles du GIEC, qui considère qu'il faut empêcher la température de monter à plus de 2 degrés, tandis que Nordhaus vise plutôt les 2,5-4 degrés. Que pensez-vous de cette différence ? Concrètement, on va dire, ça révèle sans doute plus la façon dont aujourd'hui l'économie, on va dire, dominante envisagent les questions d'écologie, c'est-à-dire leur modèle, la façon dont ils envisagent justement les potentiels dommages écologiques, c'est rapporté, c'est monétisé, quoi. C'est rapporté finalement aux effets concrets que ça peut avoir sur la croissance, et on prend pas forcément en compte, on va dire, l'intégralité des changements que ça peut avoir, on va dire, sur l'environnement de manière générale. Ça révèle sans doute une forme d'orientation, on va dire, de leurs travaux aussi. Enfin, même si c'est un peu tabou de dire ça, spécialement en économie, parce qu'on considère que c'est quand même la science économique, quoi. Donc a priori la science est réfutable, y a rien à en dire. Et puis en plus ils sont nobelisés aujourd'hui, donc normalement on devrait juste tous bien la fermer. Mais de fait, justement,
précisément. On peut même se demander si c'était anodin le fait qu'ils remettent le prix Nobel d'économie, parce qu'il me semble que c'est quelques heures après justement le rapport du GIEC qu'ils ont été annoncés, quoi. Et ça pose aussi un peu des questions sur la discipline économique elle-même, je pense. Qu'est-ce que ça dit de la façon dont on envisage l'écologie et ce qu'on veut montrer aussi. Parce que il faut savoir que le prix Nobel d'économie il est remis par la Banque centrale de Suède. Donc que techniquement c'est pas un vrai prix Nobel, au sens où c'est pas la fondation Nobel qui est derrière la remise de ce prix. Oui, en fait, ce que traduit le prix Nobel de Nordhaus, c'est qu'on monétise l'environnement, qu'à chaque problème climatique, on va dire, par exemple, s'il y a un ouragan, ça va coûter tant, et donc il faudra juste payer pour les dommages. Mais est-ce que c'est un modèle réaliste ? Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas juste tout régler en donnant des sous à quelques personnes. Bah, j'irais même plus loin que ça, en fait, parce qu'il y a aussi cette idée qui pour le coup s'inspire aussi des travaux microéconomiques, des travaux qui vont vers la recherche d'un optimum, on va dire, donc soit de production, soit de consommation traditionnellement. Potentiellement, le modèle de Nordhaus, il y a certains, on va dire, économistes qui ont pointé ça. Ça consiste en fait à évaluer du coup les coûts concrets de la pollution et d'essayer de trouver non pas une forme de vraie réduction de la pollution, mais c'est en fait trouver un optimal, quoi. C'est-à-dire à quel point on va pouvoir se dire c'est acceptable ce niveau de pollution parce que ça coûte. On estime que ça coûte, enfin pas suffisamment, quoi. Ouais, la façon dont c'est envisagé, c'est un peu révélateur. Ouais. Puis bon, savoir si c'est réaliste. Et si on voulait faire preuve d'un peu de cynisme, peut-être qu'on pourrait pousser le modèle jusqu'à dire que finalement un ouragan, c'est un événement qui après peut générer de la croissance, puisque du coup il y a un nouveau besoin qui est créé par ces catastrophes naturelles. Et du coup, peut-être que si on pousse jusqu'à monétiser l'ensemble des conséquences climatiques, on peut peut-être arriver à un optimum où on a besoin de favoriser le dérèglement climatique parce qu'il génère plus d'activité économique. Bah, je veux dire, de la même façon, on peut considérer que les 2 guerres mondiales, c'était une super opportunité pour les économies de se relancer, quoi. Et je veux dire, de fait, bon, après 45, les fameuses 30 glorieuses que tout le monde a encensées pendant super longtemps, il y a pas mal on a parlé de miracles même économiques des fois, parce qu'il y a des taux de croissance incroyables et tout, puis on s'était tous dit, putain, c'est génial. Puis aujourd'hui, ça fait baver, quoi, parce que bon, avec nos vieux 1% de temps en temps, péniblement et tout, et nos 10% de chômage aussi. Mais ouais, donc complètement, c'est pas spécialement nouveau, on va dire, comme problématique. Il y a même des auteurs qui ont essayé de requalifier ce qu'on appelait du coup les 30 glorieuses, en montrant qu'en fait, si elles étaient si glorieuses que ça, on va dire, ces années-là, effectivement, les taux de croissance étaient monstrueux, mais c'est aussi les années où la question écologique qu'on posait pas à l'époque, finalement, elle aurait mérité d'être posée, parce que c'est aussi les années où la déréglementation climatique a été la plus conséquente, quoi. Mais en plus, les modèles de Nordhaus, c'est un modèle qui est appliqué en France notamment, non ? Avec la taxe carbone ? Disons que c'est pas, qui s'appuie là-dessus. Nordhaus, de ce que j'ai vu principalement, c'est qu'il est assez pour justement une taxe carbone. À la base, c'est les travaux de Pigou notamment, puis aussi l'autre, son nom, oui, et les travaux de Ronald Coase, mais qui, pour le coup, qui date un peu. Là, ça fait une trentaine d'années, il me semble que ça a été proposé, ce genre de choses. Et oui, qui proposait en gros d'inclure finalement les coûts de la pollution dans les coûts supportés par une entreprise. Ça s'appuie donc en économie, on a une notion qu'on appelle les externalités. Une externalité, en gros, c'est les effets, on va dire, d'une action productive qui sont pas supportés a priori dont le coût n'est pas supporté par ceux qui engendrent cette activité productive. Typiquement, la pollution, c'est une externalité dite négative. Il y a des entreprises qui polluent. Et puis, et a priori, elle paye pas donc la pollution a des coûts pour l'ensemble de la collectivité qui sont pas assumés par l'entreprise. Et donc l'idée de la taxe carbone, entre autres, c'était d'internaliser les externalités, si on veut, pour parler un peu, pour jargonner, quoi. Et du coup, en fait, bon, Nordhaus c'est assez friand a priori de ce genre de mesures. Bon, faut savoir que il y a eu c'est pas non plus, c'est pas une nouveauté, on va dire, la taxe carbone. Et je pense que on peut aussi mesurer avec un petit peu de recul maintenant les effets concrets que ça a eu.
c'est-à-dire ils sont quand même relativement modestes, quoi. Il me semble pas que, enfin, à moins que du coup le GIEC se soit vachement trompé, quoi. Mais il me semble pas que la situation soit ouf en ce moment en termes d'écologie. Mais justement, c'est peut-être que disons qu'il y a eu un certain militantisme du côté d'une taxe carbone qui a pas vraiment d'effet, quoi. C'est-à-dire finalement, si on observe que la taxe carbone au taux actuel, elle permet pas de vrais changements dans les pratiques économiques, on pourrait se dire que c'est juste parce qu'en fait elle est pas assez élevée et que donc finalement elle compense pas de façon juste et équitable les externalités qui sont entraînées par toutes les pollutions. Ah oui, complètement. Mais tout le problème sensible en économie de la taxation, c'est que si on imagine effectivement que c'est juste une question de niveau, ce qui est sans doute le cas hein, d'ailleurs, et de se dire bon bah il suffit de l'augmenter, du coup on comprend pas pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait encore. En fait, l'un des problèmes que ça peut avoir aussi justement la taxation, c'est la bonne vieille menace de parce que bon, il y a derrière ces trucs-là, il y a aussi toute l'organisation. En tout cas, j'ai l'impression d'un système économique, quoi. Je veux dire que la bonne vieille menace dont ils se posent certaines multinationales, qui consiste à dire, bah si jamais vous taxez trop, je m'en vais. Ça peut avoir aussi une certaine tendance à modérer des mesures de taxation, entre autres, quoi. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi la question d'évasion fiscale, genre de trucs. Bon, voilà. Donc oui, en principe, on peut se dire que voilà, en théorie, le principe de la taxe carbone n'est pas mauvais. Parce que économiquement, ça reviendrait finalement, voilà, au moins à, enfin, encore que, ça veut dire, ça désincite pas vraiment la pollution, ça donne surtout un coût au fait de polluer. Encore une fois, je veux dire, mais on pourrait se dire au moins, ce serait des bénéfices au profit de la collectivité qui pourraient être utilisés dans des mesures dépolluantes, ce genre de choses. Sauf de fait, c'est même pas vraiment le cas, quoi, parce que les niveaux sont, comme tu l'as dit, assez peu élevés, et puis il y a peu de chances, on va dire, qu'on a une grande augmentation là des pourcentages qui sont pris, au sens où on va tout de suite avoir toute la cohorte qui va nous dire oui, mais vous comprenez, ça va déstabiliser l'économie, prendre compte la compétitivité de nos entreprises. Et le problème, c'est que si jamais on n'est pas compétitif, bah du coup on va pouvoir embaucher moins, puis du coup il y aura encore plus de chômage, et Dieu sait que le chômage aujourd'hui c'est quand même un problème récurrent dans nos sociétés. Et puis voilà, ensuite la mécanique est bon, ça m'avait jeu bon en marche, quoi, on va dire. C'est pas la blague la plus ouf, mais sinon il y a aussi en termes économiques, il y a quelque chose qui a vu le jour plutôt récemment, c'est la finance verte, l'économie verte. Du coup, en fait, je me demandais, par rapport aux travaux donc, de Nordhaus, comment est-ce que ça se place d'essayer de continuer à épargner, mais en favorisant des investissements dans des énergies qui se valent propres ou dans des investissements pour le futur. Est-ce que ça, c'est vraiment des trucs pertinents ? Est-ce que c'est dans la masse de tous les investissements, c'est quelque chose qu'on arrive à percevoir, ou alors est-ce que c'est juste un moyen de dire continuez d'investir chez nous parce que vous voyez on propose aussi ces produits. Alors je suis un peu embarrassé parce que j'ai pas d'ordre de grandeur spéciaux en tête. J'ai ma petite idée sur le sujet, je vais pas le cacher. On va dire que les opérations de greenwashing, parce que c'est quand même souvent de ça qu'il s'agit, spécialement dans la finance. Enfin bon, on nous a aussi parlé d'une finance responsable, d'une finance solidaire, qui, bon, on va dire qui provenait sans doute des fois de bonne volonté, hein, ou de façon de se dire, surtout après la crise de 2007-2008, on va peut-être essayer, voilà, d'insister sur le fait que la finance peut être responsable. Disons que j'ai pas l'impression qu'il soit dans l'essence de la finance, assez paradoxalement d'ailleurs, de vouloir financer des investissements. Je veux dire, parce qu'il manque une variable quand on dit la finance c'est pour financer des investissements. Ouais, c'est pour financer des investissements, mais des investissements rentables. Parce que sinon personne finance, quoi. Je veux dire, c'est un peu le principe premier de la bourse. Tu vas pas commencer à acheter des actions parce que quand même, c'est une entreprise, faut l'aider. Non, c'est parce que t'espères que ça va te rapporter. C'est pas, je pense pas que ce soit un scoop, quoi. Et en ce sens-là, c'est un peu toujours le problème des innovations écologiques, quoi. C'est que, bon, alors encore une fois, j'ai
je m'appuie pas sur grand chose pour dire ce genre de trucs, enfin j'ai pas les études spécialement là sous les yeux, des trucs comme ça, mais j'ai quand même l'impression que l'un des arguments qui est souvent évoqué dans le fait de pas investir dans les énergies renouvelables, des trucs plus propres, hein, c'est bah mais vous comprenez, ça coûte cher quoi. Ça coûte plus cher finalement pour une entreprise d'essayer de faire des trucs propres, alors que bon, à côté, je veux dire, tu peux aller exploiter du gaz de schiste, continuer sur l'essence, sans que ça pose problème, quoi. Sans que ça pose problème. Enfin, ça pose quand même un problème. Justement. Bien sûr, mais je veux dire, dans leur perspective. Est-ce que ça va pas coûter plus cher de continuer à exploiter ces énergies fossiles qui posent un réel problème pour l'environnement et pour l'homme que de financer les énergies renouvelables qui vont nous permettre un avenir durable? Et est-ce que c'est pas ce que justement la Banque du Ciel essaye de nous faire croire un peu, que eux ils sont responsables, que l'économie maintenant ça va être une économie tournée plus vers un avenir durable que vers simplement le profit? Non mais pour le coup il y a des estimations qui ont été faites, c'est dans un bouquin qui s'appelait Faut-il attendre la croissance, il me semble, qui était sous la direction de Dominique Méda, économiste qui était janicatrice, et du coup elle rebondissait sur les travaux de Jean Gadret, qui est un peu un économiste voilà, assez critique, on va dire, sur la façon d'envisager déjà la croissance chez les économistes, chez les travaux orthodoxes. Et il me citait un rapport, il me semble, je ne sais plus exactement lequel, mais qui montrait qu'en gros, voilà, commencer, on va dire, à infléchir, à concrètement faire quelque chose pour éviter l'effondrement écologique. Actuellement, bon, ça date déjà il y a quelques années, mais il estimait ça, il me semble, à 3% du PIB mondial, quoi. Ce qui est une somme. Mais justement, il faisait un peu le même raisonnement en disant voilà, mais le truc c'est que dans 40 ans, ça coûte potentiellement 25% du PIB, quoi. Donc en fait, on est clairement dans une logique où plus on attend, plus ça coûte cher. Mais ça coûte cher à la collectivité. Et le problème, on va dire, qui semble se poser, c'est que a priori, une entreprise, l'intérêt premier qu'elle a, c'est pas la collectivité, c'est avant tout d'elle survivre en tant qu'entreprise, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai problème des différents parties prenantes dans cette affaire. C'est sûr qu'on peut leur demander, voilà, bon bah faites gaffe parce que ça coûte à la collectivité, certes, mais ça n'empêche qu'il y a un arbitrage qui est assez clair aujourd'hui, qui consiste à simplement à se dire, bah en fait, entre gagner beaucoup maintenant et perdre dans le futur, ou on peut dire à une entreprise, oui mais dans 40 ans ça va coûter vachement cher, mais une entreprise elle sait pas si dans 40 ans elle sera encore là. Elle est pas dans une logique de long terme, quoi. Bon, sauf éventuellement on peut dire les très grandes multinationales où elles ont un peu cette impression de pouvoir durer, mais encore que, je veux dire, le quotidien d'une entreprise, c'est quand même vachement dans une vision court-termiste et moyen-termiste, quoi. Ce qui pose du coup un peu la question de savoir comment on peut associer une entreprise finalement à la question écologique, qui est profondément une question de long terme, même si on va dire les échéances commencent un petit peu à se réduire, quoi. Peut-être que voilà, il faudra arriver à ce moment-là, quoi. À partir du moment où ce sera urgent dans genre 3 ans, là ce sera intégré dans leur calcul. Bon, mais il faut quand même espérer que ce soit pas le cas. Et du coup j'ai l'impression qu'en fait tout ça rejoint un peu les problématiques liées à la dette économique. Quand on considère que l'État est irresponsable d'avoir un certain niveau d'endettement, en fait parfois on oublie que ça c'est vrai pour des ménages ou alors une entreprise ou un État. S'endetter à un certain moment, ça permet d'effectuer des investissements qui vont rapporter plus dans l'avenir. Donc ça, jusqu'à un certain niveau d'endettement économique, ça a un sens de le faire. Et cette question, en fait, on peut tout à fait aussi la poser pour une dette environnementale, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau on est prêt à surexploiter certaines ressources naturelles, jusqu'à ce que finalement on dépasse un seuil critique où en fait tout ça on peut pas le récupérer. En fait on fait pas des choses qui sont réversibles, et on fait même des choses qui deviennent néfastes pour le futur. Et ben justement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que je suis assez d'accord avec ça, hein, mais il y a plusieurs choses. Donc déjà sur la question de la dette, si on doit faire donc parce qu'on parle souvent de la dette, voilà, c'est pas bien la dette, tout ça, donc comme tu l'as rappelé, effectivement, les finances publiques ça fonctionne pas exactement de la même façon que Germaine qui est endettée parce qu'elle a pris un crédit sur sa maison, elle a pas pu le rembourser.
Donc bon, c'est un peu plus compliqué que ça en général. Mais aussi, surtout, parce qu'on met jamais en rapport en fait voilà, on affiche des taux, on dit oh là là, vous vous rendez compte, le déficit public est incroyable, mais en fait, il faut le mettre en relation avec un autre indicateur, quoi, qui est la soutenabilité de cette dette, c'est-à-dire potentiel, et surtout la confiance finalement qu'ont les marchés financiers, mais aussi, on va dire, les États en général, sur sa capacité finalement à pas être dans la mouise, même avec des niveaux de dette incroyables. Un des exemples canoniques, c'est le Japon qui a aujourd'hui 200% de déficit public. En fait, ils s'en foutent, parce que la plupart de ceux qui détiennent leur don du trésor, finalement, c'est leur population. Donc ils savent très bien que de toute façon, ils seront remboursés un jour, il n'y a pas de problème. Puis, enfin, il y a une confiance dans le système économique japonais, parce que les Japonais ont remis simplement leur argent dans les mains de l'État. Et a priori, ils peuvent se dire, bon, l'État, à moins que on ait, ceci, bon, peut-être que le Japon va couler si jamais il y a une montée des eaux. Alors là, ce serait peut-être un problème, effectivement, mais après, voilà. Mais cette question de la confiance, en fait, elle est extrêmement importante parce que du point de vue environnemental, il y a rien qui empêche un État de creuser sa dette économique, en fait. Enfin, pour l'instant, on a réussi à avoir aucun accords internationaux qui sont contraignants pour les États. C'est-à-dire que bon, Trump a décidé de sortir de l'accord de la COP21, mais de toute façon, cet accord il comprenait pas de mesures compensatoires si les termes de l'accord n'étaient pas respectés. Donc en fait, il aurait pu rester dedans. Globalement, c'était moins hypocrite pour lui d'en sortir que d'y rester. Et du coup, je pense que on se dit l'État du Japon, la structure d'État, elle a priori, elle est éternelle. Donc on peut leur prêter de l'argent, on sait que de toute façon ils vont nous le rendre parce qu'ils vont toujours exister. Mais après t'as aussi du coup la question écologique où là il y a personne qui vérifie, il y a personne qui est là pour prêter des ressources économiques, c'est juste ils servent, il n'y a pas de contrôle. Et en plus après la question se pose très justement de savoir si est-ce que ça reste éternel l'état du Japon si il emprunte trop sur ses ressources. Oui, sur la question des ressources naturelles, carrément. Je veux dire, et du coup, voilà, parce que tu avais parlé d'irréversibilité du coup des dégâts écologiques. Moi, il me semble qu'il y a suffisamment aujourd'hui de travaux qui vont dans le sens. Je veux dire, le rapport du GIEC, c'est un peu ça aussi. C'est le dernier en date, mais je veux dire, c'est pas nouveau le fait qu'on sache que plus on tire sur la corde, en fait, plus on est en train de détruire une partie des choses qu'on pourra jamais récupérer, quoi. Bon, l'exemple un peu canonique, évidemment, c'est une bonne partie de la faune. Ça, on sait qu'il y a des espèces qui disparaissent, a priori c'est fini, quoi. Mais pour du coup refaire le lien avec la façon qu'a l'économie, on va dire, orthodoxe aujourd'hui d'envisager le problème, il y a encore des gars qui très sérieusement te soutiennent le fait que non, ça va, parce qu'en fait le progrès technique va pouvoir trouver des sources alternatives, en gros. Alors évidemment, la question des énergies, c'est le point sur lequel on peut se dire, bon, peut-être que, et encore que, je veux dire, ça se pose quand même comme question. Mais sur les questions de biodiversité, bon, voilà, ils sont persuadés, ou en tout cas, voilà, ça rentre pas dans leur cadre théorique, le fait que perte de biodiversité, ça peut avoir beaucoup plus de conséquences que ce qu'on peut imaginer sur l'instant, quoi. Et donc c'est cette façon d'envisager le problème, je pense qu'elle transparaît aussi un peu dans la façon d'envisager le problème écologique qu'a un Nordhaus ou un Romer, quoi. Parce que bon, les mesures, on va dire, politiques qui préconisent une taxe carbone dont on sait déjà qu'elle fonctionne mal aujourd'hui, mais aussi j'avais trouvé un truc qui disait qu'en gros, bon, voilà, ils considèrent que finalement tout va bien, quoi. C'est-à-dire que la température peut augmenter justement en 2100 et atteindre, donc dépasser ce que le GIEC avait dit, potentiellement atteindre 2,5 degrés Celsius de plus. J'estime que voilà, pour la croissance c'est pas grave. J'avais vu en plus un niveau raisonnable. Qu'il n'y croyait pas à ces 2,5 degrés parce qu'il disait qu'il fallait un effort mondial et que lui il visait plutôt les 4 degrés pour Nordhaus. C'est possible, je suis peut-être en train de m'emmêler dans le truc. Attends, je retrouve la citation. Voilà, donc il estime en gros à 1% de PIB le coût d'un réchauffement de 2 degrés en 2100 et à moins de 10% de PIB pour un réchauffement de 6 degrés. Voilà.
Donc oui, apparemment il est même allé jusqu'à 6, bon, pourquoi pas. Hein, en fait, ça c'est hyper étonnant. Du coup, pour moi, les chiffres ces prévisions en termes de croissance sur l'élévation de la température globale, parce que il me semble que le GIEC et puis les physiciens, les environnementalistes, les biologistes, ils ont pas de données ou de modèles qui permettraient de prédire les conséquences d'un réchauffement de plus de, je crois, la limite ça va être 2,5. En gros, au-delà de 2,5, toute la communauté scientifique dit que leurs modèles ils sont à jeter. Donc tant qu'on se contient à une situation qu'on connaît un peu, on sait à peu près ce qui se passe, et encore on n'est pas hyper sûr, et il y a un consensus pour dire qu'on sait absolument pas ce qui se passe au-delà d'une certaine limite, quoi. Donc là, envisager des réchauffements de 4 ou 6 degrés, je trouve ça hyper étonnant qu'un économiste se permette de faire ça, sachant qu'il a le prix Nobel. Hein. Il faut quand même le rappeler, hein, je veux dire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a pris en compte? Parce que il va y avoir déjà, il va y avoir des pays qui vont disparaître. Je sais pas s'il a pris en compte. Ça me paraît difficile. Justement, ça m'étonnerait grandement que ça fasse partie du modèle. Mais de la même façon que je sais pas, l'agriculture en prend un coup. Hein, si t'as 6 degrés de réchauffement climatique, je pense qu'on est tous d'accord, quoi. Donc, oui, de toute façon, il y aura des zones qui seront plus habitables. Donc voilà, je veux dire, ça aussi économiquement, ça a potentiellement des conséquences et tout. Enfin bon, c'est tout le problème justement de la modélisation, de manière générale. Hein, je veux dire, je veux pas prendre ça non plus par terre de physicien potentiellement. Mais voilà, c'est quel facteur tu retiens. Et visiblement, on peut imaginer qu'il y a pas mal de trucs qui sont passés un peu sous silence, quoi. Parce qu'il va y avoir des migrants climatiques en plus. Ce qui va sûrement entraîner des guerres. Et à ce compte-là, c'est fort possible que le système économique s'écroule. Quand on commence à faire des perturbations trop importantes par rapport à la situation actuelle, en fait, nos modèles qui se basent sur, on pourrait dire quasiment, c'est des développements limités, quoi. Donc quand on sort d'une échelle très proche de l'équilibre, on sait plus tout ce qui se passe parce qu'on n'a jamais réussi à l'observer, et puis on connaît pas toutes les dynamiques sous-jacentes qui nous permettraient de faire un modèle global ou économique ou tout ça qui sont vraiment pertinents, quoi. Disons, c'est sûr que inclure une potentielle guerre dans un modèle, c'est un peu compliqué, on va dire, au sens où dans le genre imprévisible, c'est qu'a posteriori qu'on se dit oui, mais forcément regardez tous les facteurs qui ont mené à la guerre, quoi. Mais du coup, est-ce que ce modèle a vraiment un sens? Alors après, ça me paraît compliqué d'arriver, tu vois, moi avec ma petite conclusion en me disant oh là là, parce que on vient quand même de passer une demi-heure à dire que quand même c'est bizarre, hein. Disons, je pense que ça a surtout une fonction même une fonction sociale en fait, c'est-à-dire que et politique. Et ce serait pas la première fois qu'un prix Nobel d'économie a une fonction sociale ou politique en fait. Parce que faut revenir un peu à l'histoire du prix Nobel d'économie, qui est pas du tout. En fait, parler de prix Nobel d'économie, c'est un abus de langage. Je veux dire, la fondation Nobel est pas du tout derrière ce truc. C'est donc du coup la Banque centrale de Suède qui un jour s'est dit peut-être que ce serait sympa quand même qu'on puisse avoir nous aussi notre prix, quoi, parce que l'économie était un peu vexée, on va dire, de pas faire partie après tous les efforts qu'elle a fait pour essayer de passer pour une science dure, ce qui est encore questionnable aujourd'hui, on va dire. Ça, c'est une petite parenthèse personnelle, mais du coup voilà, c'est un peu tout le truc, c'est que ça semble émouvoir personne chaque année que ce soit une banque de désigner qui elle considère comme étant les meilleurs économistes, quoi. Je veux dire, il me semble que les comités d'experts des prix Nobel, j'imagine que quand il y a un physicien qui reçoit un prix Nobel, c'est sans doute parce qu'il y a des collègues physiciens qui ont considéré que, quand même, c'est pas mal ce qu'il fait, quoi. Dans le cas du prix Nobel d'économie, c'est une banque qui remet le truc. Il y a un jury, hein, évidemment, je pense pas que les mecs ils soient sortis non plus de nulle part, mais c'est un peu, c'est déjà un peu une spécificité. Et puis il faut ajouter à ça le fait que c'est souvent les détracteurs du prix des Nobel d'économie considèrent que ils récompensent bien souvent toujours un peu le même type d'économiste, quoi. C'est-à-dire il y a des modes, hein, comme dans n'importe quelle science scientifique. Mais c'est sûr que t'arrives avec un modèle tranquillement et puis potentiellement avec des mesures politiques qui sont pas forcément subversives
ou un peu inscrite dans l'air du temps, et t'as quand même plus de chances, on va dire, de finir nobelisé. Il y a eu des usages même des prix Nobel qui étaient un peu étranges, quoi. Je veux dire, j'ai un peu plus le sentiment, et là pour le coup je suis pas le seul, que le prix Nobel d'économie sert surtout de caution à un certain type de mesures politiques. Parce que voilà, et qui bénéficie en gros de l'autorité et de la notoriété de ce que ça veut dire d'avoir un Nobel, quoi. Alors que justement, ça en est pas un. C'est un peu tout le problème, on va dire, du prix Nobel d'économie. Mais du coup, pour revenir sur un peu la notion que tu as développée, à savoir la confiance qu'on pourrait accorder à certains modèles développés en économie, ou même plus globalement la science économique dans toutes ses prédictions, pour moi, il y a un truc qui est fondamental dans la science moderne, c'est la réfutabilité. C'est-à-dire qu'en fait, pour que la science puisse se prononcer sur un sujet, il faut moins que, disons, l'hypothèse que tu veux formuler, elle soit réfutable. C'est-à-dire que potentiellement, tu puisses concevoir un protocole qui permettrait de dire sans ambiguïté si l'hypothèse a été soit donc réfutée, soit c'est conforme, et du coup ça donne pas de valeur ajoutée à l'hypothèse, c'est juste que t'as testé sur un cas où ça fonctionnait. Et donc si finalement si on travaille avec des trucs qui sont pas réfutables, c'est pas vraiment de la science que tu fais, c'est plutôt de la philosophie. Alors c'est très intéressant la philosophie, mais pour moi c'est important aussi qu'on distingue un peu les deux domaines. Et je dis pas ça juste pour clasher l'économie, hein. Je pense que c'est très bien qu'on étende tous les champs de connaissances avec la méthode scientifique. Mais alors, par exemple en physique, t'as une théorie qui est un peu à la mode en ce moment, c'est la théorie des cordes. Comme t'as 10 puissance je sais pas combien de paramètres ajustables, genre 10 puissance 25, donc c'est énorme. C'est je crois genre le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers, un truc comme ça, c'est énorme. Et du coup, en fait, pour l'instant, on est en train de dire toutes ces théories-là qui ont l'air éminemment physiques et qui sont probablement générateurs d'un prix Nobel immédiatement dès que t'as un papier qui va être vraiment construit, qui va sortir là-dessus, et ben en fait, elles sont pas réfutables pour l'instant. Parce que quand t'as 10 puissance 25 paramètres ajustables, et ben faudrait que tu fasses 10 puissance 25 expériences différentes. Et donc du coup, finalement, en économie, quand tu fais un modèle, et que donc là en gros on essaie de savoir ce qui va se passer dans 20-30 ans. Ton modèle il peut être très bien expliquer tout ce qui s'est passé en arrière, mais finalement t'as juste fité à une courbe le truc que t'as envie de mettre, quoi. Et après ça donne pas plus d'informations sur ce qui va se passer dans la suite. Et du coup ça, est-ce que tu peux le réfuter? C'est-à-dire genre en fait à chaque fois qu'on crée un modèle économique, on n'a pas moyen de tester ce modèle. On a juste le choix de dire ok, dans 20 ans on regarde si le modèle qu'on avait c'est ça. vérifie, quoi. Mais enfin, c'est sûr, en fait spécialement en économie, c'est l'épreuve du réel en fait qui constitue le moment où potentiellement on se dit ah ouais, quand même le modèle a pas forcément hyper bien fonctionné, quoi. Genre enfin D'ailleurs, ça me permet de parler du coup d'un autre Nobelisé, il faut que je retrouve la référence, mais qui en gros avait reçu le prix Nobel en 2013 pour un modèle sur donc la théorie des marchés financiers efficients, quoi. Bon, je vais laisser faire le calcul. En 2013, je veux dire en 2007, il me semble qu'il s'est passé quand même un petit truc qui a montré que les marchés financiers n'étaient pas forcément super efficients tout le temps, quoi. Et c'est un peu une constante dans l'histoire de l'économie. On a des gens qui vont nous dire non, tout se passe bien. Faut voir ce qui était écrit aussi, on va dire, à la veille des crises financières, quoi. Il y a toute une partie des économistes qui considéraient que c'est bon, quoi, tout baigne. Et effectivement, bon bah quand ça leur pète à la tronche, et pas qu'à eux justement. C'est un peu ça. Et sur la question écologique, bah ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu développes, quoi. C'est qu'en fait, enfin déjà bien heureux celui qui est capable de prédire complètement quelles vont être les évolutions écologiques aujourd'hui. Donc déjà, on se base sur un critère qui est quand même assez incertain. Et en plus, on nous explique que voilà, on va essayer de mettre en gros en relation ça avec des variables économiques pour estimer une potentielle croissance ou un manque de croissance, quoi. On est d'accord qu'on est sur un raisonnement qui est quand même assez incertain et qui est pas sur des bases hyper solides, quoi. Et c'est peut-être un peu le problème justement du côté ce que tu disais, quoi. C'est
la science économique est capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné bien souvent, en revenant après, en se disant voilà, on peut examiner les cas, on peut refaire les mécanismes causaux. En ce sens-là, elle fait un peu comme de l'histoire en fait. C'est une fois que les événements sont passés, tu te dis bon bah voilà, qu'est-ce qui a mené à ça. Mais faire du prédictif, c'est et puis de la même façon, je veux dire, tu peux prévoir un truc, te dire c'est bon, ça marche pendant 15 ans quoi, puis à un moment ça marche plus. On n'a pas trouvé de modèle valable de tout temps, à toutes les époques, et qui va expliquer tous les. Enfin voilà. Mais ça paraît même extrêmement compliqué du fait même de l'objet de la science économique, quoi. Mais le problème, c'est que maintenant que Nordhaus est nobelisé, il risque de servir de prétexte, enfin de justification à un certain nombre de politiques qui finalement ne vont pas viser la pérennité de la planète, mais juste la croissance. Ah oui, complètement. Bah, je veux dire, ici, à mon sens, il sert de caution, quoi. Mais encore une fois, dans l'histoire du Nobel en économie, c'est vraiment pas une nouveauté. Alors c'est une nouveauté le fait que ça s'applique à l'écologie, mais on a pu nobeliser, on va dire, des types. Il y a Milton Friedman qui est considéré comme voilà un peu le pape de l'économie néolibérale avec le renouveau, donc dans les années le grand tournant, c'est dans les années 80, mais il est nobelisé en 76. Faut savoir que voilà, ce type-là, accompagné donc d'une équipe d'élèves à lui, qu'on a surnommé après les Chicago Boys, ils sont allés conseiller le régime dictatorial de Pinochet qui avait pris le pouvoir, quoi. Voilà. Donc en 73, Pinochet prend le pouvoir. En 76, Milton Friedman est donc nobelisé. Bon. Voilà, je sais que ça, on a un peu l'impression de très vite tomber dans un espèce de complotisme en se disant oh là, les économistes sont tous des serviteurs serviles du pouvoir et tout, mais bon, on va dire qu'on a quelques cas qui posent quand même question sur conflit d'intérêts, ce genre de choses, quoi. Et voilà ce que je disais, je veux dire, la valeur scientifique de ces travaux, bon, elle peut être reconnue parce qu'il y a quand même, j'ose espérer en tout cas, un espèce de comité d'experts qui se réunit. Mais voilà, il faut quand même rappeler que le prix est délivré par une banque centrale. C'est peut-être pas forcément anodin, quoi. Après, là, c'est vrai, on est assez critique envers le dernier lauréat du prix Nobel d'économie, mais on pourrait aussi se dire... Enfin, je suis pas économiste, donc je ne me permettrai pas de juger la qualité de ses travaux, hein, mais peut-être qu'en fait... Moi non plus, donc c'est compliqué. Peut-être qu'en fait, le mec, il vient de sortir un modèle alors qu'il a ses défauts et qui est parfaitement améliorable. Modèle, mais... C'est un modèle des années alors 70. c'est un vieux modèle, mais peut-être qu'en vrai, depuis, il y a pas eu trop de trucs, et puis, tu sais, genre, c'est une avancée dans la théorie économique, parce qu'il permet d'inclure des nouvelles variables, tu vois. Genre, enfin, en tout cas, ça oui. Tu vois, et du coup, je trouve ça intéressant que t'aies ce genre de trucs qui sont inclus dans des modèles, parce que, à mon avis, c'est absurde de faire une économie qui prend pas en compte l'environnement, quoi. Donc, spécialement aujourd'hui, on va dire. Mais du coup, genre, est-ce que c'est pas peut-être plutôt révélateur enfin, si on fait pas l'hypothèse d'une malhonnêteté d'une certaine partie des chercheurs économiques. Et en fait, c'est le problème central. Non, pardon, mais. Alors, sans cette hypothèse, on pourrait dire peut-être qu'en fait, les recherches sont pas assez poussées. Enfin, alors, ont pas eu le temps d'être suffisamment développées, et que on manque cruellement en fait de ces données-là. C'est-à-dire, on n'a pas un certain niveau de confiance qu'on a pu atteindre dans d'autres sciences, et que c'est vraiment dommageable justement quand on a des problèmes comme ça, et que le pouvoir politique a vraiment besoin d'indicateurs sur lesquels il peut s'appuyer pour prendre des décisions rationnelles, quoi. Bah ouais, voilà, mais c'est un peu toute la question. Est-ce que ça traduit bon, en tout cas c'est présenté comme ça évidemment par le jury donc du prix Nobel d'économie, quoi. Attends, j'ai la phrase introductive. C'est donc qui disait qu'ils avaient été récompensés. Voilà, en disant qu'ils ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps. Voilà, c'est aussi un peu révélateur. Donc les défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps, c'est donc conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la planète. Bon, d'ailleurs, bien-être de la planète, c'est un peu vague aussi comme appellation. Mais il y a un peu, voilà, c'est toujours une tentative de montrer, regardez, on prend en compte le facteur écologique, quoi. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que c'est une opération de greenwashing qui permet de justifier ensuite
un ensemble de mesures en disant finalement tout va bien. Parce que leurs conclusions sont assez tranquilles. Hein. Je veux dire, il y aura pas de problème pour la croissance ou très peu. Et puis il faut chercher une espèce d'optimal de réchauffement climatique, quoi, on va dire, pour le fonctionnement de l'économie. Ça va. A priori, on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais est-ce qu'il n'y a pas des modèles plus récents sur ce problème qui auraient pu être bonne question. Mais s'il y avait des modèles vraiment plus récents, on aurait pu envisager que au lieu de 2 lauréats, il y aurait eu plus de lauréats vu la qualité des derniers travaux et leur impact. Mais peut-être que les conclusions des modèles plus récents n'étaient pas au goût de la Banque de Suède. Mais surtout, on va dire, ce qui est un peu dérangeant dans leur cas, c'est que voilà, ça reste une approche par la croissance, quoi. Et ça, pour le coup, on peut raisonnablement dire que de plus en plus, il y a des voies en économie voilà, c'est pas juste un truc de zadiste et d'horrible altermondialiste, quoi. Je veux dire, il y a des, ça a même atteint les économistes, c'est-à-dire, il y a des types qui se sont posés la question, mais est-ce que c'est, derrière les fameux débats de est-ce que le PIB c'est un indicateur pertinent, précisément parce que ça prend pas en compte, pendant très longtemps en tout cas, les dommages écologiques, il y a eu des tentatives d'intégrer ça dans le PIB, mais c'est compliqué à calculer. Mais voilà, Nordhaus et Romer, ils restent dans cette vieille optique, on va dire, de pas rompre avec le dogme de la croissance, quoi. Et le fait que ce soit eux qui soient récompensés sur ces questions-là, je pense que, ouais, là pour le coup, ça en dit long sur la façon dont on a encore d'envisager en économie la question de la croissance. Ça reste la question centrale, quoi. Alors que sur les questions écologiques, bon bah voilà, on peut se dire, c'est peut-être pas le truc, le facteur fondamental. C'est vrai qu'une croissance infinie avec des ressources finies, ça paraît étrange. Et est-ce qu'il y a, le prix Nobel, entre guillemets, d'économie a-t-il toujours récompensé des modèles prenant la croissance ? Bah, disons, c'est pas, je veux dire, le dernier, ils ont quand même des travaux assez variés. Je veux dire, là, il se trouve que c'est un sujet un peu épineux, mais je veux dire, le prix Nobel de l'année dernière, il était remis à Thaler. Là, pour le coup, c'était plus pour des travaux sur l'économie comportementale, quoi. Donc, c'est prendre en compte, en gros, des données de la neuroscience pour un niveau micro, du coup, c'est de comprendre le comportement, alors ça peut être de consommation, voilà, mais aussi le comportement stratégique, ce genre de choses. Donc non, faudrait pas non plus peindre un tableau en disant voilà, c'est tous des affreux persuadés que la croissance est trop bien et tout, mais voilà, ils ont historiquement une tendance quand même à pas récompenser les économistes les plus subversifs, on va dire, ou qui posent des questions un peu plus larges sur l'organisation globale, on va dire, de l'économie, sur des présupposés partagés au rang desquels on peut compter le dogme de la croissance, quoi. Et du coup, ça, le support, en fait, notre discussion là, c'est le dernier prix Nobel d'économie. Ouais, c'est que le support, hein, parce que là, avec le truc dont on a parlé, je veux dire. Bon, en tout cas, disons qu'on part sur forcément, quand tu regardes le prix Nobel tous les ans, c'est un biais énorme, pas qu'en économie, du coup. Et c'est ça. Est-ce que, quelque part, 860 000 euros. Ouais, non, par biais, je voulais dire, pas là-dessus. Ouais, je sais, mais c'est quand même important, parce que c'est de l'argent, hein, je veux dire. On peut espérer que ça alimentera la recherche, mais non. Ouais, mais la leur. Ouais, et du coup, justement, c'est ça que je voulais dire, c'est tous les ans, faut bien récompenser quelqu'un, mais après. Non, il y a des années où personne n'a été récompensé. Hein. Ouais, en littérature cette année, c'est un peu chaud. Hein. Mais pour d'autres raisons. Je dirais le prix Nobel, c'est pas forcément le meilleur indicateur de la vie, de la vie des débats scientifiques dans chacun des domaines. Tu vois, peut-être que t'as plein d'articles en peer review qui arrêtent pas de se mettre sur la gueule parce qu'ils sont vraiment pas d'accord. Ah, de fait, c'est le cas. Peut-être t'as une institution qui a une ligne éditoriale, tu vois. Et alors peut-être que du coup la ligne éditoriale de la Banque de Suède, elle est pas hyper représentative de ce qu'on voudrait qu'elle soit, mais ce qui est important, c'est plutôt que toute la communauté éducative, académique, elle soit vraiment au taquet sur toutes ces questions et qu'il y a un vrai débat, quoi. Ah ouais, mais il y a des travaux qui sont pas forcément obligés de poser dans ce genre de choses, et il y a des formes de débat. Le problème, c'est que voilà, c'est l'effet que ça a, le prix Nobel. C'est bon. Alors au sein, on va dire, de la communauté, de la discipline économique, ça peut avoir des effets, on va dire, un peu tempérés, quoi. Voilà, c'est parce que précisément, je veux dire, les critiques que je formule là, je suis pas voilà, elles sortent pas de nulle part non plus. C'est aussi parce qu'il y a tout un ensemble d'articles qu'on peut trouver assez facilement, spécialement en France aussi, on va dire, mais pas que,
qui sont assez critiques de cette vision. Donc, ils sont pas en train de se dire bon, c'est notre nouveau pape et puis tout le monde se range derrière lui, quoi. Non, il y a précisément des débats. Le vrai problème, c'est que voilà, bon, bah, c'est des gens dont on va parler longtemps, qui vont être invités dans les médias, qui vont avoir plus de subventions, qui vont être utilisés à dessein par certains politiciens pour justifier des mesures qui sont pas spécialement, qui vont en tout cas pas vraiment dans le sens de la réduction drastique d'émissions de CO2, par exemple. C'est plus ça en fait le problème. C'est pour la discipline économique, pour la communauté scientifique en tant que telle, ça a un peu des effets, mais non, faut pas mal comprendre, quoi. Genre, c'est heureusement il y a encore des débats possibles sur ces questions-là et des gens qui se posent la question de se dire bon, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'envisager le problème, quoi. Mais surtout que pour le grand public, comme tu dis, le prix Nobel, ça a une image positive parce qu'à la base, c'est censé récompenser des gens qui ont apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. C'est ça. Et donc là, déjà d'une, c'est pas un prix Nobel. C'est pour ça que c'est important d'insister sur le fait que c'est pas un prix Nobel, donc c'est pas forcément le meilleur cadeau pour l'humanité. Surtout qu'on pense tous que c'est un prix Nobel. Donc on se dit, ah, c'est un truc positif, super, il a intégré le changement climatique, mais non, en fait, le truc, il sert à rien. Après, on pourrait rappeler aussi que les prix Nobel, c'est fondé à la base sur un mec qui était dans l'industrie de l'armement et qui a principalement fait ses études ça sur la poserait vente de la d'autres dynamite, questions, mais c'est votre Donc, problème. On peut clasher tous les prix Nobel. non mais c'est vrai, l'économie finalement c'est la discipline qui est la plus politique, en tout cas qui sert le plus dans le champ politique. Donc, et si c'est vrai qu'on n'arrive pas à établir des connaissances solides, et ben c'est d'autant plus négatif pour la qualité du débat public qu'on peut avoir, quoi. C'est-à-dire on se base sur des trucs faux sans avoir connaissance de tous les bémols qu'on devrait apporter à tous les rapports qu'on nous donne. Et je pense que c'est même pas une question de fausseté en fait, ou de vérité du raisonnement. Le raisonnement, on peut imaginer que voilà, dans l'enchaînement logique qu'il présente, ça va. Le vrai problème, et en fait, et ça rejoint du coup le côté politique, c'est que ils précisent pas, on va dire, sur quelles hypothèses ils font de leur raisonnement. Si tu pars du principe que effectivement les travaux d'un économiste ça doit permettre d'apporter de la croissance à un pays et du coup et que c'est ça le truc le plus important, bah effectivement tu peux développer des modèles qui sont rigoureux et qui permettent d'essayer d'estimer ce genre de truc. La question, je pense, c'est aussi une question d'objectif qu'on se fixe, quoi. Et tout le problème, c'est qu'on essaie de déguiser des travaux qui en fait ont pour vocation surtout de pas rompre avec cet idéal de la croissance, du productivisme à tout va, et puis de pas rompre avec cette idée que bon bah c'est pas forcément dans les bénéfices des entreprises qu'on va pouvoir infléchir la question écologique, quoi. De pas préciser ça, de simplement de où on parle. Je pense que c'est ça le vrai problème. Tu as des gens qui vont me dire et du coup voilà, on se dit c'est la science économique qui a parlé, quoi. Donc elle a tranché. C'est en occultant du coup d'ailleurs aussi un peu tous les débats qu'il peut y avoir derrière ces choses-là. C'est pas dire que les raisonnements sont faux. C'est juste de dire voilà, c'est par rapport à quel objectif, quoi. Est-ce que c'est souhaitable qu'on adopte ce genre de mesures si jamais on a des objectifs différents de ceux qui ont produit ce genre de théorie, quoi. Oui, c'est ça qu'on critiquait depuis tout à l'heure. Enfin, eux, ils visent plutôt la croissance, alors que nous, on vise la pérennité de la Terre. Enfin, nous... nous, la grande communauté d'humanistes de l'ENS. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Ce serait quoi l'alternative par rapport à la croissance qui serait promise? Alors là, putain, ça amène dans des trucs... j'ai un peu l'impression que c'est... Enfin, je suis pas économiste, hein, mais de mon point de vue, si tu devais prendre en compte une variable quantitative, donc là actuellement on prend la croissance parce que c'est peut-être le truc le plus bête qu'on puisse faire. Il y a d'autres indicateurs aussi. Hein. Ouais, mais enfin disons que genre, tu pourrais envisager genre t'es une optimisation sous contrainte d'une variable que tu peux quantifier et qui dépend de tous les paramètres envisageables. Et que toi, ton objectif en tant qu'économiste ou en tant que politique ou tout ça, c'est de te dire ce que je veux faire, c'est optimiser cette variable. Et du coup, le nom naturel que tu pourrais donner à cette variable, c'est l'intérêt général. Mais ouais, mais l'intérêt général, comment tu le définis? Voilà, comment tu le définis, comment tu quantifies l'intérêt général, voilà. L'intérêt général, est-ce que c'est la croissance, est-ce que c'est une somme de d'autres? Mais voilà, mais en fait, c'est surtout ça. C'est qu'il y a une association qui a été faite. C'est aussi pour ça que la croissance est au centre de tout, quoi. C'est qu'il y a un raisonnement logique qui s'est fait, c'est de se dire l'intérêt général, c'est l'augmentation du PIB. Et c'est tout. Et bon, après, quand tu regardes un peu dans le détail, tu dis oui, mais quand même, c'est-à-dire tu peux avoir des pays qui ont des taux de croissance de ouf, et bon, enfin, la Chine, hein, des taux de croissance de malade, hein.
est-ce que, on va dire, ça sert l'intérêt général? Voilà, ça dépend de où tu habites en Chine, quoi. Demande ça aux mecs qui sont morts du cancer dans 10 ans. Aussi. C'est ça qui, ouais, c'est sympa Shanghai, quoi, a priori. Et du coup, sur la question des indicateurs, ouais, il y a des types qui ont essayé de faire des trucs, de prendre en considérant qu'il fallait que ce soit le bien-être, on va dire, des gens, donc, je veux dire, ou des indicateurs, on va dire, plus qualitatifs de l'état de santé d'une population, son éducation, je veux dire, l'IDH, l'indice de développement humain, bon, c'est un vieux truc, hein, mais qui est issu directement de réflexion sur la question du PIB, quoi, et de se dire, est-ce que c'est représentatif justement de cet intérêt général? L'IDH, ça prend en compte, voilà, il me semble de mémoire, hein, le niveau d'éducation d'une population, son état de santé avec taux de morbidité, natalité, ce genre de choses. Voilà, on pourrait se dire que ça peut être des choses qu'on peut aussi estimer, mais ouais, immédiatement voilà. t'as une dérive en fait, c'est-à-dire que genre donc là du coup ils ont dû définir certains coefficients pour certaines valeurs. Donc déjà t'as deux biais, t'as comment est-ce que tu mesures les valeurs de base, quelle valeur tu choisis, C'est ça. et puis quel coefficient t'associes à chaque variable, quoi. Donc forcément après De toute façon, toute la construction de optimiser, mais n'importe le quel découpage va se indicateur, déplacer sur comment tu fais l'indicateur, quoi. Voilà, c'est ça. Après, on peut se dire, si jamais on définit un peu de manière différente les objectifs poursuivis, même si on a une estimation grossière, le fait que l'intention soit focalisée là-dessus, ça peut quand même éviter justement d'autres. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit tout le temps, voilà, pourquoi ça monte pas, quoi, le PIB. Alors que c'est peut-être pas ça en fait le problème. En fait, moi j'ai l'impression que c'est ça la fonction principale du politique. Enfin, pas des personnes politiques, mais en tout cas de toute la réflexion politique qu'on peut avoir en tant que citoyen. C'est en fait quelle variable et quel coefficient je donnerais à tout ça pour essayer de faire l'indicateur de développement général qui me paraît être le plus pertinent pour toute la communauté dans son ensemble. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que la politique, ce que ça devrait être, alors c'est peut-être un peu réducteur, mais faut qu'on essaie de discuter sur savoir qu'est-ce qu'on définit comme étant l'intérêt général commun. Et après, dans l'idéal, ce serait du coup, tu laisses à des économistes ou, enfin, bon, tu vois le genre, quoi. C'est pas forcément des économistes, mais en gros, ça revient après à un problème technique. Une fois que tu t'es donné ta définition politique de l'intérêt général, t'as un problème technique que tu dois résoudre pour essayer de savoir comment est-ce que déjà quel est l'optimum et comment est-ce que tu l'atteins, quoi. C'était la grande ambition, entre autres, que Keynes avait développée dans une série de textes. Je crois que ça s'appelait Considération pour l'avenir de mes petits-enfants, quoi, un truc comme ça. Bon, alors, il était très optimiste aussi à l'époque, hein. C'est la question écologique, c'était pas trop, voilà. Il disait, oh là là, ce sera merveilleux, en gros, quand l'économie aura réussi à résoudre les grands problèmes sociaux qui se posent, quoi. Bon, on attend toujours, mais parce qu'il y en a eu d'autres qui sont greffés aussi. Mais ouais, cet idéal des économistes d'être un peu les techniciens en fait du fonctionnement de l'économie, c'est un souci constant, quoi. Le vrai problème, voilà, c'est on peut se demander aujourd'hui dans les politiques qui sont prônées et quels intérêts justement ils sont en train de servir. Ceux qui travaillent directement dans les banques, ça c'est bon, c'est dit, quoi. Mais même plus globalement, je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, enfin voilà, justement, comme cette question de servir l'intérêt général n'est pas claire, ceux qui se revendiquent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font concrètement? T'as plein de gens qui considèrent aujourd'hui que voilà, la libéralisation à outrance, la flexibilisation du marché du travail, c'est servir l'intérêt général. Parce qu'en plus, t'as des modèles qui prévoient que si jamais t'as un SMIC, putain, c'est la merde, quoi. Genre, c'est ça qui crée du chômage, quoi. Bon. En tout cas, dans leur perspective, ces types-là, évidemment, la conclusion, si jamais t'acceptes ce cadre théorique, la conclusion qui vient immédiatement, c'est servir l'intérêt général du pays. Ça consiste à dire, voilà, on va bousiller le SMIC, on va mettre des contrats précaires, parce que c'est comme ça que les gens, ils vont pouvoir, que l'économie va pouvoir repartir, quoi. Mais voilà, que l'économie soit éminemment politique aujourd'hui, même si, c'est ça qui est marrant, c'est quand t'écoutes des économistes, ils refusent absolument, tu vois, l'étiquette, quoi. C'est, non, je fais pas de politique, moi je fais de l'économie, tu vois, c'est sérieux, c'est pas un truc. Puis bon, après ils sont conseillers de tel politicien à côté, mais c'est une autre question, quoi. Après, par exemple, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on fait beaucoup le lien entre croissance et recul du chômage. Donc on fait beaucoup le lien, on dit oui, de toute façon. Parce que ça a marché à une époque. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours valable, ou alors est-ce que parce que vraiment c'est les conclusions, enfin c'est des arguments qui sont donnés, parce que il y a des gens qui vont dire oui, il faudrait sortir de ce modèle de la croissance à tout prix, etc. Il y en a qui vont dire oui, mais si on veut faire baisser le chômage, on est obligé de passer par là.
Du coup, Mais parce que c'est marrant d'ailleurs de voir comment on est tous finalement assez incultes, on va dire, au niveau de l'économie, parce que bon, même quand tu essaies de te pencher un peu dessus et tout, il y a des fois des trucs, voilà, c'est pas facile, quoi, on va dire, d'en faire pour comprendre vraiment les subtilités des trucs, mais c'est marrant de voir comment dans la représentation qu'on a tous un peu spontanément, il y a quand même des raisonnements économiques derrière, voilà, et puis des principes causaux, quoi. C'est genre, et c'est un peu, je pense, au cœur de cette notion de PIB à tout prix. C'est comme on a tellement intériorisé le fait que si jamais il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Si jamais il n'y a pas d'emploi, ça va pas bien. Si jamais ça va pas bien, oh là là, guerre civile, on sait pas, tu vois. Enfin, genre, puis ça augmente les inégalités et tout, genre de choses. Du coup, en fait, si on part du principe que le truc premier c'est la croissance, bah ouais, on va pas arrêter de courir après. Et justement, c'est ça. Il y a plein de gens aujourd'hui encore qui font le lien entre croissance et du PIB et puis emploi. Bon, je veux dire, plus ça va, plus le lien est questionnable. C'est aussi un peu plus facile au sens où comme il n'y a pas beaucoup de croissance, on peut se dire oui, mais c'est normal qu'il n'y ait pas d'effet sur l'emploi vu qu'il n'y a pas de croissance. C'est bien d'ailleurs la raison. Donc c'est pas réfutable. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça si tu veux c'est effectivement tant qu'il n'y aura pas de croissance, on ne pourra pas vérifier que le lien est plus là. Bon. On peut aussi poser le problème différent parce que je veux dire la relation causale directe, pouf, il y a de la croissance et pouf. Le taux de chômage diminue. Faut aussi essayer de reconstituer l'enchaînement qui lie justement ces deux variables, quoi. Et là, ça peut être justement un peu plus compliqué. Ça a fonctionné effectivement pendant les 30 glorieuses, c'était ça, quoi. On a constaté que il y avait toute la question, c'est de savoir est-ce que c'était une corrélation favorable ou est-ce que c'était une vraie relation de causalité, quoi. Le problème, la différence du monde des mathématiques, on va dire. Le monde de l'économie, tu te rends compte que purée, putain, il y a des trucs, t'as l'impression que c'est de la causalité pendant longtemps, et puis d'un coup, ça marche plus. Parce que les sociétés changent plus que les lois immuables, on va dire, qui sous-tendent les mathématiques, quoi. N'en déplaise à ceux qui aimeraient mathématiser complètement l'économie et trouver des lois en économie. Les mecs qui ont trouvé des lois, pour le moment, ça n'existe pas, quoi. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Adrien, Oscar et Chem, et nous vous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures.